peu par rapport à votre section, mais on va faire avec ce qu'on a. Je commence par partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Non, pas Non? encore. Maintenant, oui. Ok, ok, très bien. Bien. Donc, continue. On avait commencé la semaine passée des réseaux de neurones. On s'était dit que c'était inspiré du cerveau humain, euh, qui avait euh, qui avait une fonction logistique à la sortie ou au niveau de chaque nœud. On avait commencé par le perceptron simple. Donc, perceptron simple, on a vu que ça ressemblait beaucoup. En fait, c'est exactement la régression logistique. Donc, on a une fonction hypothèse euh, qui est la sigmoïde d'une combinaison linéaire des entrées, des caractéristiques multipliées par les. En essayant de rajouter des couches, on tomberait ensuite sur le multi-perceptron. Et donc, pareil, on aura une fonction en sortie qui va être la combinaison, la sigmoïde de la combinaison linéaire de tout ce qu'il y a avant. Qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau? Euh, donc, ce qu'on a en sortie, bien sûr, donc c'est la sigmoïde de la fonction linéaire. Et la sigmoïde, donc ce qu'elle permet de faire, c'est d'avoir des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc tout ce qui va tendre vers plus l'infini va être mis à 1, moins l'infini va être mis à 0. Et c'est ce qui était utilisé pour la classification. Donc on utilisait. Donc en fait, l'utilisation de la sigmoïde dans une fonction hypothèse, que ce soit la régression logistique ou les réseaux de neurones, euh, il y a deux fonctions par rapport à ça. Donc, le premier avantage d'utiliser la sigmoïde, c'est d'avoir des probabilités, c'est de se rapprocher des probabilités, donc d'avoir une valeur de sortie qui est comprise entre 0 et 1. Le deuxième avantage, c'est qu'on est en train d'induire la non-linéarité des données, de la fonction plutôt. Donc, au lieu d'avoir une fonction linéaire, en introduisant la sigmoïde, on obtient une fonction non linéaire. Donc, euh, on arrivera mieux à séparer nos données qui sont non linéairement séparables. Euh, donc, autre chose, donc, lorsqu'on est sur un seul neurone, donc ça va, il y a une probabilité, donc une valeur en sortie, notre Hθ, qu'on a appelé aussi activation A, qu'on a appelé A pour activation. Donc, soit on active ce neurone, soit on n'active pas. On active le neurone lorsque sa valeur est mise à 1, on le désactive lorsque sa valeur est mise à 0. Euh, et justement, c'est ce que va faire notre sigmoïde. Euh, donc, les valeurs entre 0 et 1, ce qu'on peut appliquer par la suite, ça va être un seuillage. Par exemple, la sigmoïde qui dépasse un certain seuil va être mise à 1 euh, euh, et vice-versa. Euh, donc voilà. Maintenant, par rapport aux multiples sorties et par rapport à la question qui a été posée la séance passée, donc effectivement, euh, la somme de tous les neurones en sortie ne sera pas forcément égale à 1. Et c'est exactement le même problème qu'on a dans la régression logistique. Donc, la régression logistique en multiclasse, donc, lorsqu'on a plusieurs hypothèses, donc chaque hypothèse est indépendante l'une de l'autre. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on avait dit par rapport à la régression logistique,
C'est pour ça qu'on n'aurait pas la somme de toutes les classes qui est égale à 1, la somme des probabilités de toutes les classes. C'est ce même raisonnement qu'on va adopter pour les réseaux de neurones. Donc, si on a plusieurs sorties, on sait que les sorties qu'il y a au niveau de la couche de sortie vont être indépendants les uns des autres. Encore plus au début de l'entraînement. Donc, ce qu'on aura comme output, certes, pour chaque neurone va être compris entre 0 et 1, mais chaque neurone va obtenir donc le dernier output indépendamment de l'output de l'autre classe. Et effectivement, donc si on entraîne bien notre réseau, éventuellement, on pourra avoir une somme qui est égale à 1, ou bien, donc on le verra, Inch'Allah, lorsqu'on abordera les réseaux de neurones profonds, donc on verra comment on peut utiliser d'autres fonctions qui nous permettent d'avoir des probabilités qui sont à 1. Voilà, donc on avait parlé du form mot de passe, on avait parlé de la propagation en avant. Alors, est-ce que mon écran est toujours... J'ai l'impression que j'ai perdu ma connexion. Donc, je repartage mon écran. Donc, un réseau de neurones est constitué d'une seule couche en entrée, une seule couche d'entrée, une seule couche de sortie, avec un ou plusieurs nœuds, et une ou plusieurs couches cachées, zéro ou plusieurs couches cachées. Ce qu'on va Pardon appliquer, de donc, vous... vous avez dit. Oui, Madame, on a perdu le partage. oui. On a perdu le Encore une partage. fois, ok. D'accord, je revois ça tout de suite. J'ai toujours un problème avec la connexion sur ma machine. Bon, chez moi, c'est partagé, mais j'arrive pas à... Non, une seconde. Non, la connexion est terrible, terrible. Est-ce que vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien, parfait. Donc, on continue. Donc, on était à la fonction hypothèse, donc la sortie, qui est la fonction d'activation. Et en fait, on va appeler à chaque couche, on va appeler ça une activation. On va appeler ça de A pour activation. Et l'activation, en fait, c'est l'utilisation d'une fonction d'activation. Dans notre cas, pour le moment, on va seulement utiliser notre sigmoïde. Donc, c'est la fonction sigmoïde qui est la fonction d'activation du réseau de neurones. Je continue. Donc, on avait donné, si vous vous rappelez, donc l'exemple du réseau de neurones de Nielsen, qui avait été appliqué sur les images de MNIST, donc les mêmes images qu'on est en train d'utiliser pour notre TP, qu'on a utilisé durant le TP1. Bon, bien sûr, donc pour ce neurone, la base de données est plus importante que ce qu'on est en train d'utiliser.
mais c'est exactement la même tâche. Donc, avec un réseau de 15 neurones dans la couche cachée, la précision, donc cet algorithme, ce réseau, a obtenu une précision de 95,42%. Autre chose ici, donc pour le moment, et ce qu'on veut maintenant maîtriser, c'est les réseaux complètement connectés. Et on verra plus tard d'autres types de réseaux, notamment lorsqu'on abordera, Inch'Allah, la partie des réseaux profonds. Bien sûr, donc on avait aussi parlé de comment restructurer les étiquettes de telle sorte à avoir des vecteurs qui seront justement les sorties de notre réseau. Donc notre réseau doit obligatoirement avoir un vecteur de taille égale au nombre de classes qu'on est en train de classifier ou qu'on veut classifier. Et donc transformer en un certain vecteur de probabilité, donc la probabilité 100% pour la classe en question. Et donc, on avait un petit peu parlé durant la semaine passée, très brièvement, de l'entraînement qui devra se faire au niveau d'un réseau de neurones. Et on avait parlé du coût, donc on devait minimiser le coût en fonction de nos paramètres. Et les paramètres d'un réseau de neurones, donc on en a beaucoup plus que si on avait utilisé seulement une régression logistique pour la tâche de classification. Donc, à chaque couche, on a une matrice de poids et c'est exactement ce qu'on a vu aussi durant le TP, donc les deux matrices qu'on a proposées. Donc, l'algorithme général, et on va le voir plus tard durant ces slides, l'algorithme général, c'est d'abord d'initialiser des poids, weights, d'où l'appellation des paramètres W, donc nos paramètres ou nos poids, et le biais, donc la valeur du biais. Donc tout ça, tous ces paramètres, on va les initialiser aléatoirement. Ensuite, on va essayer de calculer l'erreur et de propager cette erreur au niveau de tout notre réseau. Alors, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que l'algorithme de la descente du gradient, tel qu'on l'a appris, peut être utilisé exactement tel quel pour le calcul des nouveaux poids. Donc, pour la mise à jour des poids, pour la mise à jour des paramètres dans le réseau de neurones. Seulement, on a quelques inconvénients en utilisant la descente du gradient telle quelle. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pourquoi ça serait plus intéressant d'utiliser une autre technique par rapport à la descente du gradient pour mettre à jour les paramètres de notre réseau? Déjà, est-ce que c'est possible? Bon, moi, je vous dis que c'est possible. On peut utiliser exactement le même algorithme de la descente du gradient pour la mise à jour des poids de notre réseau de neurones. Mais est-ce que c'est intéressant? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Des idées, s'il vous plaît? Pas d'idées? Vous êtes là? Tout à fait. Tout à fait, Kenza. Donc, il y aurait beaucoup trop de calculs. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Quel genre de calcul? Où sont ces calculs? Pour chaque neurone, exact. Pour chaque neurone, on devra donc calculer la dérivée, donc la même dérivée qu'on avait vue dans la descente du gradient. Donc, on calcule la dérivée et on met à jour et on répète ça pour tous les neurones, pour tous les poids. Donc, à un neurone, on n'a pas un seul poids. Et donc, si on revient sur le réseau précédent,
on voit bien qu'on a un nombre énorme de poids. Donc, la complexité de la descente du gradient, en appliquant ça sur un réseau de neurones, serait énorme. Et on a donc une technique plus intéressante qu'on va voir aujourd'hui qui nous permet de mettre à jour les poids sans passer par tous les calculs impliqués, par la descente du gradient. Donc ici, c'est juste pour dire comment serait appliquée la descente du gradient. Donc la dérivée du gradient va être très très grande, un vecteur très grand, et on devra le faire donc pour chaque nœud, pour chaque poids dans chaque nœud et pour chaque exemple. Donc la technique qui est plus intéressante, c'est l'utilisation. Je vais réduire ça un petit peu. C'est l'utilisation. Donc, ce qu'on avait parlé la séance passée, on avait parlé de fonctions composées. Et on avait dit qu'une fonction composée, donc si on voulait dériver une fonction composée, donc en fait, ça serait la dérivée de la fonction par rapport à la fonction qui la compose, multipliée par la fonction par rapport à la dernière variable. Donc, si j'ai un g grand f de x, ça va être la dérivée de g par rapport à f multipliée par la dérivée de f par rapport à x. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va imaginer qu'on a une première sortie, un premier output, une première activation dans notre réseau. Donc, imaginez qu'on a un réseau qui contient seulement 4 couches et 2 nœuds par couche. Et on a donc une tâche de classification avec 2 sorties. Ce qu'on va obtenir ici, donc une sortie pour la première classe et une sortie pour la deuxième classe. Donc, encore une fois, les sorties qui sont indépendantes. Bien sûr, donc, les dernières activations vont se partager tous les poids précédents, mais pas les poids de la couche précédente directement. Donc, la couche directe. Donc, première activation, et notre objectif serait de calculer la dérivée de ce poids, mais aussi la dérivée de ce poids, de ce poids, de ce poids et tous les poids précédents. Donc, commençons avec le plus simple. Donc, on cherche à dériver le premier paramètre, à dériver la fonction du coût par rapport au premier paramètre. Ce qu'on sait est la fonction qui est utilisée pour les réseaux de neurones et pour la propagation en arrière, c'est la fonction de coût. Donc, A chapeau, c'est l'activation réelle, moins A, donc c'est la fonction hypothèse. C'est l'activation de ce neurone. Donc, pour une classe donnée, bien sûr. Donc, la fonction générale, donc le coût global, donc c'est la norme de ces vecteurs. Donc, c'est le vecteur réel. Donc, si j'ai ici 2 classes, donc j'aurai un vecteur, par exemple 1, 0, moins notre deuxième vecteur qui est notre hypothèse. Donc, A1, 4 et A2, 4. Donc, 2 valeurs aussi. Et donc, ça, c'est notre coût. Ce qu'on veut maintenant trouver, c'est le coût, c'est l'impact de ce paramètre W11 par rapport au coût au niveau de ce nœud. Pourquoi seulement au niveau de ce nœud? Parce que ce paramètre est en train d'affecter seulement ce nœud. Un poids ici, donc un autre poids là, mais ce qui nous intéresse, c'est ce poids, donc W11, de la couche 4. C'est ce qu'on met en exponent. Ce qu'on sait, c'est que la fonction que j'ai ici, donc Z4, donc je sais que A1, 4, c'est la sigmoïde de Z1. Est-ce que c'est la sigmoïde? Oui. Donc l'activation de la couche 4,
c'est la sigmoïde de la fonction linéaire de la couche 4. Et je sais aussi que la couche 4, c'est la multiplication, c'est la combinaison linéaire des nœuds de la couche 3, de ces deux nœuds. Et ces deux nœuds sont égales, donc la fonction z va être égale au poids W11, donc ce premier poids, ce poids que je cherche, donc la dérivée du coup par rapport à ce poids, donc c'est ce poids multiplié par cette activation plus ce poids que j'appellerai 1, 2, 1 pour dire que c'est le premier nœud et 2 pour dire que c'est le deuxième poids de la couche toujours 4. Bien sûr, plus le biais, donc notre B1. Donc ça, c'est notre fonction Z1, combinaison linéaire. Z1 va affecter ensuite le A, donc A1 qui est donc la sigmoïde de Z1, et A1 qui va ensuite être calculé, qui va ensuite être utilisé pour calculer le coût. Et notre objectif, c'est de trouver le coût par rapport à W11. Et là, donc, on revient à la règle de chaîne ou la règle de dérivation de fonction composée. Encore une fois, la règle nous dit, donc, la dérivée d'une fonction g rang f, donc c'est la dérivée de g par rapport à f multipliée par la dérivée de f par rapport à x. Donc, si on cherche la dérivée de c par rapport à W1, donc W11, donc ça va être la dérivée de c par rapport à A1 fois la dérivée de A1 par rapport à Z fois la dérivée de Z par rapport à W, W11. Donc si on commence par la dérivée de, de C par rapport à A, donc on a déjà cette fonction. Donc la fonction A chapeau moins A4 norme, donc au carré. Norme, c'est juste pour dire que c'est un vecteur. Et si je m'intéresse seulement à la première classe, dans ce cas-là, ça ne sera plus une norme, mais ça sera seulement donc A1 chapeau moins A1, 4, et le tout au carré. Et donc ça, la dérivée va nous donner 2 fois A1 moins A1, 4. Et là, donc, ce premier terme, c'est la dérivée de C par rapport à A1. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, on va chercher la dérivée maintenant de A1 par rapport à Z1. A1 qui est égal à Z1 de la Z1 de W1. Pour le moment, on va considérer que c'est une fonction de W1, étant donné que W1, c'est la variable qu'on est en train de chercher, pour laquelle on veut dériver. Donc, la dérivée de A1 par rapport à Z1 est égale à la dérivée de la sigmoïde par rapport à Z1, puisque A1, c'est une sigmoïde. Donc, sa dérivée, c'est la dérivée de la sigmoïde de Z1, de Z1, 4. Donc, Z1 est là. A1 est égal sigmoïde de Z1. Donc, A1' est égal à sigmoïde prime. C'est ce qu'on a ici. Et donc, on va remplacer ça. Et enfin, donc on a la dérivée de Z1 par rapport à W1. Donc ça, normalement, je ne l'ai pas écrit ici, mais on va le voir donc plus tard. Donc ça va être seulement A1,30. Non, c'est ce que j'ai écrit. Donc A1,30. Donc si je prends cette fonction, alors je pense que je vais utiliser quand même. Donc je reprends. Alors, donc on a C qui est égal à A chapeau moins A1 de 4, donc de la couche numéro 4. Donc tout ça en norme. Donc c'est le vecteur.
le vecteur de la classe. Et ici, donc, c'est le vecteur de l'hypothèse. Si je veux calculer ça seulement par rapport à une classe donnée, donc je ne vais pas utiliser de norme, mais ça va être seulement deux scalaires, donc deux valeurs. A chapeau et A14. Et ça va être pour la classe numéro 1. Donc ça, c'est notre fonction de coût par rapport à A. Donc c'est C de A. C de A. Et ce qu'on cherche, c'est justement la dérivée de C par rapport à A1. Donc ça, c'est au carré. Donc ça va devenir 2 fois A1 chapeau. Donc c'est la classe réelle. C'est la probabilité réelle de la classe 1, premier nœud, moins A1 de la couche 4. Donc ça, c'est notre première dérivée. Et on continue. Donc la dérivée du coût, on avait dit que c'était la dérivée par rapport à Madame, on vous entend pas depuis un moment.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ouf, très bien, merci. Bien, on continue. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, je pense aussi qu'il est bloqué. Bon, je repartage. Ah, bon, j'imagine que là, normalement, tout est bon. Vous arrivez à voir, vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Ouf, très bien, parfait. Donc, on continue. Alors, j'étais sur les dérivés. Donc, ici, donc, on avait parlé de la dérivée de Z1 par rapport à WA1. Et c'était donc la dernière dérivée qu'on cherchait. Donc, on a dérivé C par rapport à A1. On a dérivé A1 par rapport à Z1. Et maintenant, on va dériver Z1 par rapport à WA1. Et c'est ce qu'on cherche justement. Donc, Z1 qui est égal à WA1, 4 fois X1, pardon, pas X1, fois A1, 3, multiplié par, c'est ça, voilà, multiplié plus, combinaison linéaire, W1, 2, 4, multiplié par A, 2, 3, plus notre biais, donc B1, 4. Donc c'est en fait ce qu'on a ici. Donc la dérivée ici de Z1 par rapport à W1 est égale à combien, s'il vous plaît? Dérivée de Z1 par rapport à W1, 4. Et Z1 est égal à W1, 4 fois A1, 3, plus W1, 2, 4, A2, 3, plus B1, 4. À quoi est égale la dérivée de Z1 par rapport à WA1?
On cherche cette dérivée, s'il vous plaît. C'est égal à combien? Alors, tout simplement. Donc, c'est 1, 3, 1. Exact. Donc, c'est cette valeur. Donc, ça part. Et tout ça, c'est des constantes. Donc, ce qui nous reste, c'est A1, 3. Tout à fait. Donc, la dérivée de Z1 par rapport à WA1 est égale à A1 de la couche 3. Et on a eu nos trois formules. Donc, notre première formule, c'est A1 moins A1, donc la vérité terrain, donc notre Y qu'on a réarrangé, moins notre hypothèse pour le premier nœud au carré, pour le premier nœud, donc pour la première classe. Donc ça, c'est la première dérivée. La deuxième dérivée, non, ça c'est notre première fonction. Donc sa première dérivée, c'est celle-ci. Donc 2 fois A1 chapeau moins A1 du nœud 4, multiplié par la deuxième dérivée, donc c'est la sigmoïde prime de Z1 de la couche 4, multiplié par la troisième, donc qui est A1, 3. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la dérivée de Z1, la dérivée de la sigmoïde de Z1. Donc, dérivée de sigmoïde de Z1, 4. Ça, à votre avis, c'est égal à quoi? Donc, j'ai 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, moins z dans notre cas. Moins z1. Sa dérivée, à votre avis, c'est égal à quoi? La dérivée de 1 sur 1 plus exponentielle moins z1. Est-ce que vous avez une idée? Pas d'idée? Voilà, donc en fait, c'est z1. Exact. Donc c'est z1 fois 1 moins z1. C'est la valeur qu'on a. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la sigmoïde, c'est pas le Z1. C'est A1. Donc c'est effectivement c'est la sigmoïde. Donc c'est A1 fois 1 moins A1. Et ça, donc c'est une propriété. Donc en fait, la dérivée de notre sigmoïde, c'est l'exponentielle de moins z sur 1 plus l'exponentielle de moins z, le tout au carré. Et donc ça va nous donner exponentielle moins z sur donc 1 sur 1 plus exponentielle moins z fois exponentielle moins z sur 1 plus exponentielle moins z. Donc vous pouvez dériver ça. Vous pouvez même le faire. D'ailleurs, je vais vous le rajouter comme devoir. Enfin, devoir si vous voulez. Hein. Donc, lorsque je mettrai le PowerPoint sur le Drive. Donc, vous pouvez passer de là jusque là. C'est très simple. Et vous obtiendrez donc votre sigmoïde, la dérivée de la sigmoïde, qui a cette propriété. Donc, la dérivée de la sigmoïde, c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Et donc, notre sigmoïde, finalement, c'est notre A. C'est A fois 1 moins A. Et c'est ce qu'on va obtenir tout de suite. Donc, c'est A1, 4. Donc, la sigmoïde de Z4, c'est en fait, de Z1, 4, c'est en fait A1, 4. Multiplié par A1, multiplié par 1 moins A1, 4. Et donc, c'est ce qu'on aura donc, finalement ici. Donc, pour regrouper tout ça, donc on avait dit première dérivée, deuxième dérivée, troisième dérivée. Multiplication en appliquant la règle de chaîne. Donc, première dérivée, deuxième dérivée et troisième dérivée. Et donc ça, c'est notre coût, c'est la dérivée du coût par rapport à ce premier paramètre qu'on a, le premier W11.
Et si je cherchais la dérivée par rapport à W1, 2, donc à votre avis, ça va être égal à quoi? En suivant le même principe, en suivant le même raisonnement, ce sera égal à quoi? Donc en fait, ce qu'on va reprendre, ça va être donc ce nœud, donc toute cette partie. Si je cherche la dérivée par rapport à W1, 2, donc W1, 2 fois A1 plus W. Alors 1, 2, c'est ça. Donc c'est ça notre 1, 2. Et si on cherche la dérivée de W1, 2, donc réfléchissez s'il vous plaît au résultat qu'on devrait obtenir pour W1, 2. La dérivée du coût par rapport à W1, 2. Donc Z ne va pas changer. La seule chose qui va changer, c'est la valeur que j'aurai ici. Donc c'est la fonction, l'activation de ce nœud. Qu'est-ce qui va changer, s'il vous plaît? Dans la fonction finale, donc la dérivée de C par rapport à W1, 2. Donc je cherche ça. Qu'est-ce qu'on devrait trouver? J'attends vos réponses. Hein. Je vous donne 1 minute. Pas de réponse? C'est pas compliqué. Voilà. Donc, A1, 3 qui va changer en A2, 3. Tout à fait. Parce que tout le reste va être identique. On a bien vu. Donc, W1, donc ce qu'on est en train de chercher, c'est la dérivée ici. Donc, c'est la dérivée du coup par rapport à la fonction d'activation. Ensuite, la dérivée de la fonction d'activation par rapport à la fonction linéaire. Ensuite, la dérivation par rapport au poids. Donc, la dérivation de la fonction linéaire par rapport au poids. Donc, ce qui va nous rester, donc si je reviens sur notre formule, donc tout à l'heure, on a éliminé cette partie pour dire que ça, c'est constant. Maintenant, on va éliminer cette partie et ça, on va récupérer. Je récupère ça, donc ça va partir et on va se retrouver avec 1, 2, 3. Si je reprends, donc tout ce qui va changer, la dérivée ici, elle est pareille. La dérivée ici est pareille. Et la dérivée ici, par rapport à ce poids, c'est cette dérivée qui va changer. Donc, ça sera la dérivée de Z1, et cette fois-ci par rapport à W1, 2, et non pas par rapport à W1, 1. Dérivée maintenant par rapport à W2, 1, ça sera ce nœud. Donc, si je reprends, j'ai un nœud ici, j'ai un nœud ici. Et si je veux calculer la dérivée par rapport à W, comment on appelle ça? Donc ça, c'est W2. Ça vient d'ici. Donc si je veux calculer la dérivée du coût par rapport à W22, qu'est-ce que je vais obtenir? Dérivée de C par rapport à W22.
Ça va être égal à quoi, s'il vous plaît? Réfléchissez. Donc, pareil, ici, j'ai A2. Et ici, j'ai Z2. Bien sûr, de 4. A2. Donc, c'est l'activation du deuxième nœud de la couche numéro 4. Et ici, c'est la fonction linéaire du deuxième nœud de la couche 4. Et ce qu'on veut trouver, c'est la dérivée de ce coup par rapport à ce poids. Donc, ça va être égal à quoi, s'il vous plaît? Donc, on est en train de chercher cette valeur. La fonction par rapport à cette valeur, la fonction par rapport à ce paramètre. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Donc, si on fait ça ensemble, donc, on avait dit donc, c'est ce poids. Ce poids, donc on a une fonction ici qui a ces deux poids qui rentrent et on veut chercher par rapport à ce poids. Donc, pareil, ça va être, donc le coût va être égal maintenant. Donc, je suis en train de prendre le deuxième poids. Le coût va être égal à A, 2 chapeaux, moins A, 2 de la couche numéro 4. Donc ça, c'est notre coût. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes en train de suivre. Donc ça, c'est notre coût. Le coût qu'on a ici. Et ce coût, c'est une fonction de A2. Maintenant, donc on veut chercher A2 par rapport à Z. Donc, on cherche d'abord la dérivée du coût par rapport à A2. Ensuite, on va chercher la dérivée de A2 par rapport à Z2. Toujours de la couche 4. N'est-ce pas? Je cherche la dérivée de ça par rapport à la fonction qui est à l'intérieur. Donc pareil, ça va être, donc on applique exactement la même formule, celle de la dérivée de la fonction sigmoïde, la fonction logistique. Donc ça va être A2 de la couche 4 multiplié par 1 moins A2 de la couche 4. N'est-ce pas? Donc si j'ai A2 ici, la première dérivée du coup par rapport à A2, donc ça va être, c'est ce qu'on va calculer ici. Donc la dérivée du coup par rapport à A2 va être égale à A2 fois A2 chapeau, la vraie valeur de A2, moins A2 prédit, moins A2 de la couche 4. Donc ça, c'est la dérivée du coup par rapport à A2. La dérivée de A2 par rapport à Z2, donc ça va être A2 fois 1 moins A2. Et enfin, la dérivée de Z2 par rapport à W de 1. On va appeler ça comme ça, n'est-ce pas? W de 2. W de 2 va être égal. Donc, on va chercher Z2, le résultat de Z2. Donc, Z2, en fait, c'est ça. Alors, Z2 de la couche 4 égale à W. On a appelé ça comme
Donc si ça, c'est 2, 2. 1, 1, 2, 2, 1. Donc c'est 2, 1. W, comment j'ai appelé ce W? Non, je ne l'ai pas appelé nulle part. Non. Je reviens. On l'a pas appelé quelque part. Donc ça, c'est W1, 1. Ça, c'est W. مدام 1, هذاك 2. الفوقاني ماشي ان دو. هذا الفوقاني c'est W1, 1. نو اللي تحته بعد هذا اللي خبط هنا, ماشي ان دو. c'est... Non, 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 c'est le premier nœud, le premier poids du premier nœud. وي C'est le premier poids du premier nœud. Là, داكوغ c'est le deuxième poids du premier nœud. Non. En 2 1. du premier nœud. Ça, c'est le deuxième, c'est le premier du deuxième. Et ça, Voilà. c'est... Non, c'est... Enfin, si Oh, c'est on des appelle... notations, voilà. Comment? C'est pas vraiment grave, c'est des notations. C'est pas grave, c'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. On peut interchanger. Non, non, D'accord. c'est pas grave, on peut interchanger. Donc ici, c'est 2, 1. Donc je suis en train de chercher la dérivée par rapport à 2, 1. Donc ici, j'ai un 2, 1. Donc 2, 1. On aura donc Z2 qui est égal à W 2, 1 fois A 1, 3 plus W 2, 2 fois A 2, 3 plus bien sûr le biais. Donc B2 de la couche 4. C'est ça? C'est ce qu'on a mis. Voilà, donc la valeur qu'on aura ici, donc notre Z2 est égal à A1 multiplié par W21 plus A2 multiplié par W22 plus le biais, donc j'aurai quelque part un autre biais ici, donc plus le biais. On était là. Et donc, notre dérivée par rapport à 2,1, la dérivée par rapport à 2,1 est égale exactement à 1, 3. Donc, si je cherche ce poids, ça va être la valeur, l'activation ici, multipliée par la dérivée du coût par rapport à l'activation, multipliée par la dérivée de l'activation par rapport à la fonction linéaire, multipliée par la dérivée de la fonction linéaire par rapport au poids qu'on cherche. Et donc, on va se retrouver avec donc A13. Donc, on va se retrouver avec A2 chapeau moins A2 de la couche 4 multiplié par la dérivée de A par rapport à Z. Donc, c'était A2 fois 1 moins A2 multiplié par notre A2 de la couche précédente, 3. Donc ça, c'est pour la couche 4. Ça, c'est pour la couche 4. Et ça, c'est pour la couche 3.
Et donc, quel que soit le poids qu'on cherche ici, à ce niveau, donc ça va simplement être donc, la valeur qu'on a ici, l'activation qu'on a, multipliée par l'activation qu'on a à la fois 1 moins l'activation, multipliée par la valeur réelle moins la valeur prédite, donc moins l'activation à la dernière couche, donc moins la fonction hypothèse. Donc on revient ici. Et donc, si je veux calculer la dérivée à ce niveau, enfin la dérivée de ce poids, donc tout ça je connais. On connaît la valeur réelle, on connaît la valeur de l'hypothèse, c'est ce qu'on a calculé durant le forward pass, durant la propagation en avant. Et ça, donc pareil, la même valeur que j'ai ici, que je vais multiplier ici, la même valeur aussi, et enfin, donc, notre activation de la couche précédente. On va chercher l'activation de la couche précédente au niveau du poids qu'on cherche. Donc, si c'est ce poids, je multiplie par cette activation. Si c'est ce poids, je multiplie par cette activation. Si c'est ce poids, je multiplie par cette activation. Et donc, pour simplifier un petit peu, pour simplifier cette longue formule, on va appeler ça notre delta. Donc, delta, c'est une certaine dérivée au niveau d'une couche suivante. Donc, si je cherche ce poids, je vais aller multiplier le nœud de ce poids par un certain delta. Et notre delta, c'est la dérivée à ce niveau par rapport à ce poids. Donc, par rapport à ce poids en faisant une certaine propagation. Et donc, on peut appliquer ça à tous les autres nœuds, c'est ce qu'on vient de voir. On a appliqué ça avec W11, W12, W21, ou l'inverse, hein. Donc W11, W21, W12 et W22. On aura donc exactement la même formule qu'on va répéter pour tous les poids qu'on veut calculer. Donc, les 6 poids qu'on a. Donc 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, pour le biais, on aura 2 poids aussi pour chaque classe. Donc c'est notre delta. Donc je cherche le poids W. Donc je vais aller chercher, donc c'est cette dérivée qui va changer. Donc, le poids, donc c'est cette dérivée. Et si c'est le nœud qui change, donc ça va être cette dérivée qui change. Le deuxième indice, donc, ça va être lié à l'activation précédente. Premier indice va être lié à l'activation de la couche suivante. Voilà, donc jusqu'ici, on a appris les poids d'une couche qui précède directement la couche de sortie. Mais il s'avère qu'on a besoin de calculer les couches précédentes aussi. Donc, chaque couche qui précède, donc les poids de toutes les couches qui précèdent. Intuitivement, on sait que le coût, le paramètre qu'on a changé ici, donc le changement de ce paramètre inclut un changement de l'erreur pour tout ce qui suit. Pourquoi? Parce que ce paramètre n'a pas affecté cette donnée, mais il a affecté cette donnée et cette donnée. Donc en fait, on va essayer de chercher l'impact de ce paramètre par rapport à tout le reste. Et dans ce cas-là, donc, la dérivée que je vais obtenir, donc, on sait que une dérivée d'une fonction linéaire, donc c'est la dérivée des fonctions qui la composent. Donc si j'ai f plus g', ça va être f' plus g'. C'est ce qu'on va essayer de faire pour calculer les dérivées précédentes. Donc la dérivée que j'ai ici, la dérivée que j'ai là, la dérivée que j'ai ici, la dérivée que j'ai là. Donc ça,
On a fait. Et là, donc, on va essayer de chercher la dérivée. Donc, en fait, ce qui nous manque pour calculer un poids donné, c'est de calculer chaque delta. Donc, ici, on a appelé ça delta. Donc, cette valeur, tout ça, on l'a appelé delta. Et en fait, ce delta 1, c'est la dérivée que j'aurai ici, que je vais multiplier par l'activation. Ce qui nous intéresse dans la propagation en arrière, c'est le calcul de delta à chaque niveau, donc à chaque nœud. Et on aura pour chaque couche, et pour chaque nœud dans chaque couche, un delta différent. Et si on arrive à calculer ces deltas, tout le reste va être simple. Donc, comment on calcule delta? On a une petite loi qui nous dit, donc, la dérivée au niveau d'un lien donné, ça va être la dérivée tous les liens suivants. Donc, en fait, si je cherche la dérivée à ce niveau, donc le delta 1 de la couche 3, donc vous vous rappelez, on a calculé delta 1 de la couche 4 en appliquant la règle de chaîne. Maintenant, on cherche donc la dérivée à ce point, donc à ce niveau, pour justement calculer la dérivée de ce point. Donc, pour calculer ça, donc ça c'est une dérivée, donc c'est la dérivée du coup par rapport à la première activation, la dérivée de l'activation par rapport à la fonction linéaire, la dérivée de la fonction linéaire par rapport à la fonction donc la dérivée de la fonction linéaire par rapport à ce poids, la dérivée de cette fonction par rapport à ce point. La dérivée de la fonction que j'ai ici par rapport à ce point pour trouver ce point. Mais ce n'est pas suffisant parce que ce qu'a causé le paramètre que j'ai ici, le poids que j'ai ici, ce n'est pas seulement par rapport à la première classe, mais c'est par rapport aux deux classes. Donc, on va appliquer la règle de chaîne aussi pour le deuxième nœud. Donc, deuxième nœud, je calcule la dérivée par rapport au coût, je calcule la dérivée donc je calcule la dérivée du coût par rapport à la première activation, dérivée de l'activation par rapport à la sigmoïde, dérivée de la sigmoïde par rapport à la fonction linéaire, dérivée de la fonction linéaire par rapport au poids, pour arriver justement ici. Et ça c'est donné par cette formule. Donc ça, vous pouvez chez vous essayer de trouver ça. Donc je vais vous rajouter un petit devoir. Donc comme toujours, ce n'est pas obligatoire. Vous aurez juste un bonus. Et c'est surtout pour vous, donc pour essayer un petit peu de pratiquer les choses et de comprendre par vous-même. Donc pour tous les précédents devoirs, j'ai eu quand même un certain nombre d'étudiants qui se répètent, c'est presque toujours les mêmes, mais c'est très intéressant de recevoir vos travaux. Juste entre parenthèses, je vous remercie de cet effort. Et donc ici, pareil, donc vous pouvez, en appliquant toujours les règles de chaîne et les propriétés de la dérivation, d'avoir donc la dérivée à chaque nœud. Donc si je prends la dérivée du nœud 3, donc ça va être la dérivée du nœud 4. En fait, toutes les dérivées, donc c'est delta 1 de la couche 4 et delta 2 de la couche 4. Donc, c'est les deux qu'on va multiplier par le poids. Le poids qu'on a ici, WK. Donc, je prends ça, je multiplie par ça, je prends ça aussi, je multiplie par ça. Je multiplie par ce poids. Et justement, je suis en train de chercher la dérivée à ce niveau. Donc, dérivée du nœud multiplié par le poids, plus dérivée du nœud multiplié par le poids, multiplié par l'activation à ce niveau fois 1 moins l'activation à ce niveau. L'activation qu'on aura ici. Donc l'activation
au niveau du nœud 3. Et si je veux appliquer ça aussi en arrière, donc j'aurais déjà calculé delta 1 de la couche 3. Donc si je veux trouver delta 1 de la couche 2, donc la dérivée par rapport à ce point, donc ce que je vais faire, ça va être de me baser sur tous les nœuds précédents. Ce nœud, donc la dérivée que j'ai ici, multipliée par l'activation, plus la dérivée que j'ai ici, multipliée par l'activation. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Donc voilà, pourquoi on appelle ça propagation en arrière? Donc je sais que ce que j'ai calculé ici était basé sur ces deux. Ce que j'ai calculé ici était aussi basé sur ces deux. Donc en fait, je suis en train de propager toutes ces erreurs. Donc toutes les dérivées que j'avais ici, les dérivées qui ont causé un changement dans le coût. Donc si j'ai un nœud ici, la dérivée au niveau de ce nœud, c'est quelque chose qui a été propagé dans tout le reste du réseau. Et donc, c'est la dérivée qu'on trouvera ici, la dérivée qu'on trouvera ici, la dérivée qu'on trouvera ici, et la dérivée qu'on trouvera ici. Donc la somme des deux là, de ces deux nœuds, donc de ces deux dérivées, mais ces deux dérivées sont déjà une somme de ces deux dérivées. Donc en fait, on est en train de chercher quel a été l'effet de chaque poids dans tout le reste du réseau. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui fait un petit peu, c'est parmi les forces d'un réseau de neurones. Donc on est en train de chercher l'impact dans tout le réseau par rapport à un poids donné. Et c'est ce qui fait aussi la force de la propagation en arrière. Vous vous rappelez, donc, vous avez très bien dit, votre camarade a très bien dit que la descente du gradient, on aura beaucoup trop de calculs. Et ici, ce qu'on va réduire, c'est les calculs à chaque couche. Donc, je fais un seul calcul par couche et ensuite, je propage ce que j'ai déjà calculé au lieu de calculer ça pour chaque nœud, pour chaque paramètre séparément. Et donc, on répète ça pour chaque exemple, pour chaque paramètre, pour chaque exemple, et jusqu'à arriver au paramètre final. Donc, tout ce qu'on va trouver ici va être utilisé comme d'habitude. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va utiliser la descente du gradient, donc essayer de minimiser le coût par rapport à la dérivée qu'on a calculée. Voilà, donc on calcule la dérivée au niveau de chaque couche, pour chaque poids et pour chaque biais. Et ensuite, on va utiliser la descente du gradient avec propagation en arrière. Donc, on va initialiser des poids aléatoirement. Ensuite, pour chaque image, on va calculer l'erreur et on va moyenner ça. Donc, première étape obligatoire, et c'est ce que vous êtes en train de faire durant le TP1, durant le TP pardon. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire la propagation en avant. La propagation en avant, c'est pour prédire, bien sûr, c'est pour faire la prédiction, pour avoir nos hypothèses, notre output final, mais toutes les activations au niveau de chaque nœud. Ensuite, après avoir calculé ça, on va calculer toutes les dérivées qui restent, donc nos deltas, pour chaque neurone, pour chaque couche. Et donc, le plus facile, c'est donc la dérivation par rapport à la dernière couche. Donc, notre grand L ici, c'est la dernière couche, c'est nos classes. Donc, nos classes, ça, c'est ce qui ne va pas changer pour toutes les couches précédentes. Donc, on calcule d'abord la dérivée par rapport au coût final, donc par rapport aux classes.
Et c'est le seul cas où on va utiliser notre chapeau, notre vérité terrain. Donc, ça va être utilisé seulement pour le premier calcul, le calcul de la première couche. Ensuite, on va calculer la dérivée pour toutes les autres couches en faisant la somme des dérivées des neurones qui suivent. Et c'est pour dire que ce neurone est responsable de l'erreur qui a été causée plus tard. Donc, il va récupérer la somme de toutes les dérivées qui le suivent. Et c'est ce qu'on a bien dit ici. Donc, c'est la somme de toutes les dérivées qui suivent. Et enfin, donc, on calcule la dérivée de chaque biais et la dérivée du coût de chaque fois, de chaque biais pour toute notre base d'apprentissage. Le coût, donc la dérivée multipliée par le nœud dans laquelle, donc l'activation dans laquelle on est. Donc jusqu'ici, on a calculé les dérivées à ce niveau. Et ça, pour avoir la dérivée par rapport au poids, donc on va multiplier par rapport au poids. Donc ce poids, j'ai la dérivée ici, donc la dérivée précédente. Ce n'est pas la dérivée complète, donc c'est juste une partie de la dérivée, donc notre delta qu'on a ici. Pour trouver ce poids, donc on va juste multiplier par l'activation. C'est la dérivée qu'on a calculée multipliée par l'activation de la couche précédente. Pour le biais, donc on ne multiplie pas par l'activation, étant donné que notre biais est toujours multiplié par notre x0 qui est toujours égal à 1. Donc ici, l'activation qui est égale à 1, donc on n'en a pas besoin. Donc une fois qu'on aura fait ça, on peut moyenner ça sur l'ensemble des exemples, comme on a l'habitude de faire dans la descente du gradient. Donc on prend les dérivés, on cumule nos dérivés. Donc c'est ce que vous avez très bien fait durant votre TP de la descente du gradient. Et on va mettre à jour enfin nos paramètres en utilisant la descente du gradient jusqu'à convergence. Donc convergence, on a un coût minimum, on a une dérivée qui ne change pas, où on a atteint le nombre d'itérations. On répète les étapes de 2 jusqu'à 4, jusqu'à l'acceptance, jusqu'à la convergence. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait par rapport à l'algorithme de backpropagation. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de trouver cette formule. Donc, intuitivement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la propagation de tout ce qui vient après, étant donné qu'un nœud a propagé une erreur. Mais vous pouvez démontrer ça, vous pouvez arriver à ça en utilisant les règles mathématiques, principalement donc ce qu'on a vu aujourd'hui, la règle de chaîne, les dérivations, donc les propriétés des fonctions dérivables. La fonction jusqu'ici, on n'a pas besoin de fonction logarithmique, mais surtout de la fonction symétrique. Voilà. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Ça va, c'est clair? C'est pas clair? Des questions? Ça va, coup-ci, coup-ça, avec Ramadan, je vous trouve un peu silencieux. C'est un peu dur avec le Ramadan. Ah oui, oui. Faut s'accrocher. Hein. Madame, concernant le TP, Oui. pour les groupes 3 et 4, on vous les envoie à vous ou à madame Ah, très bonne question. Merci. Merci, Zohel. Très bonne question. Donc, vous envoyez à madame Belbay. Donc, pour vos travaux, vous envoyez à madame Belbay. En fait, je voulais prendre un peu de temps pour essayer d'automatiser ça au niveau de Moodle, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, si j'arrive à le faire avant la fin de semaine, vous pouvez soumettre directement sur Moodle. Sinon, comme d'habitude, donc envoyez pour les groupes 2 et 3 et 4, envoyez à votre chargé de TP. Et pour mes groupes, donc vous m'envoyez à moi.
Je prendrai juste les séances, mais les corrections, c'est toujours votre enseignant qui va les faire. Pas Merci Moodle, beaucoup, vous n'aimez madame. pas Moodle? Mais ça m'arrange beaucoup. Moodle, ça m'arrange. Oui, je comprends. C'est que ça m'arrange parce que ça m'évite un petit peu de télécharger à chaque fois vos emails et de lire et de vérifier si vous avez dépassé le délai. C'est un peu embêtant. Je sais que Google Classroom, je pense que il y a possibilité de faire ça sur Google Classroom, mais je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Euh, donc, j'essaierai de trouver le temps. En tout cas, si je fais sur Moodle, euh, donc on fera les deux, ceux qui arrivent à soumettre sur Moodle. C'est tant mieux, ça m'arrange beaucoup parce que tout est fait automatiquement. Sinon, on va essayer de voir un autre moyen. Si je vous envoie rien, vous envoyez comme d'habitude par email. D'autres questions? Donc, Kenza, s'il vous plaît, informez la section par rapport à OTP. Mes deux groupes m'envoient à moi et les deux groupes de Madame Belbey envoient à Madame Belbey. Merci, Kenza. OK, donc s'il n'y a plus de questions, j'attends encore un peu. Bien, donc je vous mettrai d'ici l'après-midi le support sur Drive. Et je vous remercie et je vous souhaite صحة فطوركم et à mercredi, Inch'Allah. Merci à vous.